Vous avez très probablement déjà entendu ce fameux dicton « Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va ». Mais d'où vient cette obsession à toujours regarder derrière nous et est-ce que c'est vraiment utile? Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ma team Jeannot, je fais une petite annonce. Je sais que certains d'entre vous aiment m'écouter, que ce soit aux toilettes, j'ai déjà reçu des messages qui me disaient ça, oui, en faisant le ménage ou quoi que ce soit. Mais la vidéo, ça pollue pas mal, du coup je vais mettre mes vidéos longues à partir de maintenant en podcast, comme ça vous pourrez les écouter. Voilà, j'espère que vous allez pas tous partir quand même, mais je me dis que c'est quelque chose que je peux faire à mon échelle. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu plus flot de pensée, et, que ce soit aussi une vidéo participative, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard et qu'on puisse en discuter dans les commentaires, parce qu'il y a plein de choses qui m'ont traversé suite à la lecture d'un livre dont je vous ai déjà parlé un petit peu à la fois sur Instagram et sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur les deux réseaux, ça fait plaisir. Et le livre en question, c'est Dire Babylone de Safia Sinclair, et j'ai la chance que les éditions Buchet-Chastel sponsorisent cette vidéo, donc on va avoir l'occasion d'en parler très longtemps de ce livre. Je suis très contente. Oh là là, il y a des pages cornées. Alors déjà, il faut savoir que les éditions Buchet-Chastel, moi je les aime d'amour, ça fait longtemps que je les ziote. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était eux qui avaient publié Les Parts oubliées de Sherman Wilkerson, donc forcément moi je les aime, donc j'étais très contente qu'ils me proposent de collaborer là pour cette rentrée. Ils m'ont en gros envoyé plusieurs de leurs livres et ils m'ont dit s'il y en a un qui te plaît, un en particulier dont tu as envie de parler, fonce, c'est celui-ci. C'est une autobiographie, même si je l'ai capté au bout de la moitié du livre. Ce qui est bon signe, ça veut dire que ça se lit comme un roman, mais il y a vraiment eu ce moment où j'étais en mode c'est marrant quand même, le personnage principal a le même nom que l'autrice. Voilà, et après c'est remonté jusqu'au cerveau. Mais pour vous expliquer rapidement ce beau bébé qui fait un peu plus de 500 pages, que franchement, j'ai pas réussi à lâcher. Safia, elle va nous raconter son histoire, où elle est née en Jamaïque et où c'est son père qui a toujours eu beaucoup d'autorité dans la famille. Et du jour au lendemain, on sait pas trop pourquoi, il va s'intéresser à la culture Rastafari et toutes ses règles, tous ses préceptes et l'imposer petit à petit à sa famille. Donc par exemple, les enfants avoir des dreadlocks alors que c'est très mal vu par les autres à l'école, etc. La culture Rastafari en fait est assez mal vue à cette époque. Plus le temps passe et plus Safia, ça lui pèse, sa famille aussi. La mère ne dit pas grand chose, elle n'arrive pas à récupérer de l'autorité et en fait on sent que son père il est très énervé par ce qu'il appelle Babylone, qui est en fait la royauté britannique, la colonisation, les violences policières. Donc sujet qui paraît pas si fun que ça à l'origine et en fait c'est surtout un livre qui va nous parler d'émancipation, comment Safia quand elle est petite elle a pas trop le choix, elle suit un peu les règles de sa famille. Oh, il y a une trop belle photo, regardez. Oh my god, regardez comme elle renvoie une confiance en elle. On adore. C'est son histoire d'émancipation, donc voilà, j'ai adoré ce livre et elle va réussir à faire cet exercice qui peut être difficile je trouve, entre arriver à s'émanciper et garder aussi une partie de son héritage et ce qui lui va et ce qui lui va pas, le mettre de côté et lui se dire ça ne m'appartient pas. Et donc dans cette vidéo, ça va travailler un peu cette question de l'héritage, de notre histoire à chacun et chacune qui est très différente et de est-ce qu'on a besoin de tout savoir pour avancer dans la vie, sachant que c'est pas toujours possible. Alors quand j'ai commencé ma vidéo, je me suis dit ouais, est-ce que c'est par un ego trip, ce truc de regarder vers le passé, regarder toujours dans le rétro, alors que moi je suis du genre à aimer aller de l'avant. Je me dis quel intérêt de regarder en arrière, et puis après je me suis rappelé que j'ai eu des cours d'histoire et que c'est quand même bien de connaître son histoire et l'histoire de manière générale, et du coup ça m'a fait aller un peu dans différentes directions, que ce soit sociologique, psychologique, historique. Et si j'avais un avis un petit peu négatif on va dire à la base, c'est parce que vous savez je pensais beaucoup aux tests ADN qui sont devenus grave à la mode ces dernières années, où tout le monde veut savoir un peu s'ils ont je sais pas, genre des connexions avec d'autres personnes, d'autres familles qu'ils auraient perdues, etc. Moi, j'en ai jamais fait, en toute honnêteté. Je trouvais ça un peu genre... je sais pas si j'ai envie d'aller fouiller là-bas, peut-être par peur. Moi j'ai vu un peu ce genre de truc où il y a aussi un ego trip où les gens espèrent, je sais pas, descendre de quelqu'un de connu ou quoi, genre, je sais pas, il y a un truc qui me met un peu mal à l'aise par rapport à ça. Et j'ai lu un article de Slate qui est trop intéressant sur le sujet, que je vous mettrai pareil comme d'hab en barre d'infos, et il y a une phrase en particulier que j'ai trouvé hyper intéressante que je voulais vous lire. Cet engouement pour la recherche de ses racines, confirme Guillaume de Morand, journaliste spécialisé et généalogiste, s'explique par le fait que l'on vit dans un monde de plus en plus individualiste, alors que la société
société s'est construite sur un grand collectivisme. Les gens ont besoin de se retrouver dans des appartenances communes. Et donc finalement, c'est pas si délirant que ça que les nouvelles générations s'intéressent de plus en plus à la généalogie, alors qu'avant on avait un peu le cliché que si tu t'intéressais à ça, t'étais une personne un peu âgée, etc. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'article dans Slate, attention. Bah faites pas dire ce que j'ai pas dit. En tout cas, c'est devenu un vrai marché florissant et qui rapporte beaucoup d'argent, et je trouve que ça pose aussi vachement cette question de trouver son identité, où parfois on sait pas trop où on en est dans notre vie, on sait pas trop qui on est, et on se dit que peut-être en allant regarder les gens qui nous ont précédés, ça va nous aider un petit peu. C'est comme si pour se connaître soi-même, on avait besoin de regarder notre appartenance à notre famille, comprendre nos gènes, mais c'est pas seulement ça qui va construire notre identité. Mais quand même, je trouve que c'est un sujet assez fascinant et je m'attendais pas à pouvoir vous citer autant d'auteurs et d'autrices qui ont fait des trucs sur le sujet. Je pense à deux autrices en particulier, à Annie Ernaux et Amélie Nothomb, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, aussi bien en autobiographie qu'en roman, et avec des sujets qui tournent beaucoup autour de la famille. C'est vraiment quelque chose qui passionne, au point où moi je me dis, si un jour j'écris un livre, pas tout de suite, calmons-nous, si j'écris un roman, je pense qu'il y aura forcément un truc par rapport à la famille, parce que c'est un sujet qui moi-même me passionne. Faire un test ADN et tout, là, aller fouiller un peu dans sa généalogie, c'est pas toujours une très bonne idée. Ah, et voilà. Malheureusement, on n'a pas tous des ancêtres très glorieux. Ça a par exemple été le cas d'un généalogiste qui, en faisant des recherches, s'est rendu compte que son grand-oncle avait été un espion pour l'État soviétique pendant les années 20 et 30, alors qu'il était en charge de la sécurité britannique. Et en fait, il a tout vendu aux Russes. Alors forcément, le premier axe que moi dont j'ai envie de vous parler, c'est le côté un peu psychologique, parce que c'est celui qui me parle le plus d'un point de vue perso. C'est la question des traumas générationnels. En fait, en général, ce qui se passe, c'est que s'il y a un truc qui va pas bien chez vous, en général, ça peut être des conséquences liées aux générations d'avant. Et en fait, souvent, ça s'empile un peu. Je vous fais un beau mime là de couches de famille. En fait, ça se met de génération en génération, ça descend. Et s'il y a personne pour casser un peu le trauma générationnel, en fait, il y a toujours des conséquences par rapport à la génération du dessus. Je suis pas psy, je suis pas historienne, donc je vous le dis avec mes mots, on se détend. Par exemple, je sais pas, il y a la génération qui a connu la guerre, eux ils vont avoir plutôt des troubles post-traumatiques, ce genre de choses. La génération du dessous, en général, ça va être plutôt dépression, et celle d'encore en dessous, la nôtre, on est une génération très anxieuse, et puis aussi parce que la planète est en train de cramer. Voilà, excellent. En fait, parfois on a besoin d'aller chercher dans notre propre famille pour comprendre. Il y a certains troubles, par exemple, que j'ai, que ce soit la dépression et les problèmes de sommeil et mes problèmes un peu liés avec l'alcool, c'est clairement génétique. Il y a vraiment un gène pour tout ce qui est de l'alcool. Si vous avez des gens dans votre famille qui sont alcooliques, ça se transmet. Voilà, on choisit pas notre famille. Et il y a des choses comme ça qui peuvent se transmettre, et de pouvoir en parler avec les générations du dessus, ça peut aider. Souvent, moi, ma psy m'a dit, ça faudrait que t'en parles avec ton père, ça faudrait que t'en parles avec ta mère, etc. Et en fait, moi, j'ai ce côté où dans ma famille, il y a quand même pas mal de secrets, on ne se parle pas, on se dit pas les choses. Et du coup, c'est très compliqué de travailler sur soi-même quand on sait qu'il y a des trucs où on a notre part de responsabilité, mais où en fait, ça aiderait de ouf de se dire « Ah ok, je suis pas toute seule, je comprends mieux d'où ça vient, etc. » et de pouvoir raccrocher les wagons surtout. Zola, il en parle, par exemple, dans les Rougon-Macquart, il parle de déterminisme social et de prédisposition. Et sur le fait qu'il y ait des choses qui soient ancrées en nous, dans notre identité, dans nos gènes. Il y a un livre justement qui en parle très bien, c'est de Delphine Vigan, « Rien ne s'oppose à ma nuit ». Et suite au suicide de sa mère, elle a voulu écrire un roman en plusieurs parties. D'abord l'enfance de Lucille, le nom de sa mère, après sa vie d'adulte qui va jusqu'à la naissance de Delphine, l'autrice donc. Et puis elle alterne le récit par des chapitres où elle va nous raconter la vie de sa maman, où elle va décrire ses propres recherches, son désarroi et tenter d'achever ce projet qui l'obsède. L'autrice, elle va nous parler de la bipolarité de sa mère par exemple. Et moi je sais que typiquement il y a une maladie dans ma famille et ça me fait peur, et je sais que c'est dans les gènes. Cette vidéo est très bresson d'un coup. C'est la maladie d'Alzheimer. Je sais que mon grand-père l'a eu, donc j'ai très peur de ça, et il y a des choses malheureusement on choisit pas. Il y a deux autres livres dont j'avais envie de vous parler pour le côté un petit peu psychologique. Alors on a déjà Les enfants endormis d'Anthony Passeron, où 40 ans après la mort de son oncle Désiré, il va s'interroger sur le passé familial. Il va commencer en nous parlant de l'ascension de ses grands-parents qui sont devenus bouchers pendant les 30 Glorieuses, puis le fossé qui va se créer entre eux et la génération de leurs enfants, et il va croiser plusieurs histoires, celle de l'apparition du sida dans une partie de la famille, la sienne, et
et la lutte de la maladie. Et puis en histoire romancée, on a aussi La promesse de l'aube de Romain Gary, où il va nous parler de sa maman, de sa jeunesse. C'est une ancienne actrice russe, elle est convaincue que son fils il a un don, etc. Donc c'est un livre avec beaucoup d'humour et tendresse qui raconte vraiment la lutte de cette maman pour déjà faire tout ce qu'elle peut pour élever son fils toute seule. Une fois que j'ai dépassé tous mes vieux préjugés, j'ai pensé aussi au côté historique. Comment parfois on a besoin de relier avec notre histoire. Ce qui m'a fait penser, c'est un ancien copain qui est d'origine algérienne et où en fait son grand-père, quand il est arrivé en France, on lui a foutu un peu des papiers d'identité comme ça. On a beaucoup francisé leur nom juste avant l'indépendance pour rendre les recherches encore plus compliquées en termes d'identité. Et ça m'a fait penser à un livre qui s'appelle L'art de perdre d'Alice Zénitier. C'est un roman qui va nous raconter l'histoire de Naïma, où en fait l'Algérie, elle en est originaire, mais pour elle ça a souvent été quelque chose un peu en toile de fond, sans grand intérêt, on lui a jamais vraiment parlé de l'Algérie. Mais pourtant dans ce livre, on va nous parler de toutes ces questions identitaires qui la traversent et tout ce qui semble la renvoyer à ses origines. Quel lien est-ce qu'elle pourrait avoir avec son histoire familiale qu'on lui a jamais racontée. Par exemple son grand-père Ali, un montagnard kabyle, qui malheureusement est décédé avant d'avoir pu lui raconter son histoire de Harki. Yema, qui pourrait répondre à ces questions mais qui parle pas la même langue que Naïma. Et son père, arrivé en France en 1962, il parle plus de l'Algérie de son enfance. Et le sujet justement de ce qui va se passer sur les générations d'avant, surtout si elles connaissent pas vraiment leur histoire et qu'il y a eu une envie entre guillemets de s'intégrer, ça c'est un sujet qui est très bien évoqué dans La discrétion de Faiza Guène. On adore cette autrice, où en fait on va nous parler de toute une famille, avec d'abord Yamina, elle est née en Algérie colonisée et à l'adolescence elle brandit le drapeau de la liberté. Et puis on la retrouve 40 ans plus tard à Aubervilliers, où elle vit dans la discrétion et où l'idée pour elle c'est de pas déranger, c'est pas faire de bruit. Et en fait c'est sa manière de résister. Mais la génération du dessous, elle comprend pas ça, elle est en colère, elle a envie de dire mais arrête de te faire toute petite, arrête de pas vouloir montrer qui tu es, etc. Et en fait c'est très beau et c'est très bien écrit dans le livre comment les différentes générations s'emparent de ce sujet-là. Si mes souvenirs sont bons, il y a une des personnes dans la génération du bas qui a le seum de pas connaître sa langue maternelle et qui dit mais en fait j'aurais voulu la connaître cette langue, mais c'était une manière de s'intégrer aussi. Pareil pour les prénoms, il y a plein de familles d'immigrés qui ont choisi des prénoms francisés entre guillemets pour se dire mes enfants vont avoir une meilleure chance que moi, etc. Et en fait malheureusement on perd un héritage, une culture. Et c'est vrai qu'en France il y a un vrai truc autour du fait d'avoir deux identités, deux cultures. Il faudrait qu'on puisse en avoir une seule, sauf que c'est pas possible. On est un mélange de tant de trucs. Même moi, je suis une meuf blanche, je me considère pas comme avoir une seule identité. Enfin, c'est pas possible. Si je fais le mélange de ma famille du côté de ma maman et mon papa, déjà on est sur des identités. Après moi ça me crée des accents bizarres avec le patois du Limousin là de mon papa et le fait d'avoir grandi à Sevres, d'avoir un accent un peu street de temps en temps. On s'y retrouve pas vraiment. Je vous donne ça comme exemple un petit peu léger, voilà, c'est juste une petite blagounette. Et il y a un autre livre que personnellement j'ai pas lu mais que vous m'avez recommandé pas mal, d'où le fait que je vous disais que c'était participatif cette vidéo. C'est La carte postale d'Anne Berest, où en janvier 2023, dans sa boîte aux lettres, elle va recevoir une carte qui n'est pas signée au milieu de toutes les cartes de vœux. Et en fait, elle connaît pas grand chose elle de sa famille, du côté de sa maman un petit peu. Elle a les prénoms de ses grands-parents, de sa tante et de son oncle qui sont morts à Auschwitz en 1942. Et donc 20 ans plus tard, elle va se plonger dans une enquête pour savoir qui a envoyé cette fameuse lettre. Elle va faire ça à l'aide de sa mère. Elles vont engager un détective privé, un criminologue, parler à tous les habitants du village où sa famille a été arrêtée, et elle va remuer ciel et terre, afin de comprendre pourquoi sa grand-mère Myriam est la seule qui a réussi à échapper à la déportation. Et en lisant le résumé de ce livre, ça m'a fait immédiatement penser à un autre livre que j'ai lu il y a très longtemps. Je crois que je l'avais pas très bien noté sur Goodreads, mais vous savez, c'est les livres où il y a plusieurs perspectives. Maintenant ça va mieux, je suis en train de vraiment gagner un petit peu en concentration, mais à l'époque c'était dur, oh là là. Et donc ce livre c'est No Hope de Ya Gyazi, qui est en forme de roman aussi. C'est l'histoire de Maha, elle est esclave à Chantilly, elle s'enfuit de la maison de ses maîtres pendant un incendie et elle va laisser derrière elle son bébé Efia. Et puis un petit peu plus tard, elle va épouser un Ashanti et donner naissance à une autre fille. Et c'est comme ça que va commencer l'histoire de ces demi-sœurs. On va les retrouver plus tard. Elles sont toutes les deux nées dans des villages du Ghana à l'époque du commerce triangulaire
irrégulière au XVIIIe siècle. Effia, la première, va épouser un Anglais et mener une existence assez confortable. Par contre, Essie, elle va être enfermée dans les cachots du fort et être vendue avec des centaines d'autres victimes du commerce d'esclaves. On va donc nous raconter leurs histoires. J'ai un doute si elles se retrouvent à la fin, mais ça me fait beaucoup penser à ces histoires, vous savez, de frères et sœurs ou de jumeaux qu'on lit parfois dans la presse qui se retrouvent des années plus tard. Enfin, c'est toujours des histoires assez dingues. Mais en tout cas, on a leurs deux perspectives et c'est un livre aussi un peu sous forme de roman historique qui nous retrace tout ce qui se passe à l'époque. Et au moment où j'étais en train de travailler sur cette vidéo, je suis allée voir un documentaire qui a complètement résonné avec cette vidéo. Ce documentaire, il s'appelle Dahomey et en fait, il va nous raconter comment, en France, vraiment dans nos musées, il n'y a pas grand-chose qui nous appartient. Non, non, non. Et ce documentaire, il va nous parler précisément du Bénin et de certaines œuvres qui vont être rendues au pays. Il y en a 26, sachant qu'en tout, il y en a 7000. Donc c'est déjà pas beaucoup, mais il y a quand même une célébration au niveau de la ville, etc. Tout le monde est très content de recevoir ces œuvres. Et je vous spoile rien, mais dans le documentaire, il y a un moment un peu de débat aussi, de discussion, etc. Et il y a une phrase qui m'a marquée, c'est une jeune femme qui dit moi j'ai appris mon histoire dans une langue, le français, qui n'est pas la mienne. Et je sais pas pourquoi, c'est la phrase qui m'a le plus marquée, qui m'est le plus restée en tête les jours d'après. Et j'en ai parlé avec une copine qui s'appelle Elvire et elle m'a dit mais ça me fait trop penser à un auteur algérien que je connaissais pas, qui s'appelle Kamel Daoud et qui est un peu obligé d'écrire en français et pas en arabe. Et du coup je suis allée regarder une petite interview, il le dit lui-même, la langue arabe est piégée par le sacré, par les idéologies dominantes, on est fétichisé, politisé, idéologisé cette langue. Et ça a grave résonné avec un autre livre que j'ai lu d'une sociologue que j'adore qui est Kautar Archi. Ce livre il s'appelle Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne et je vais vous lire juste le résumé parce que vraiment je pourrais pas faire aussi bien qu'elle. Elle dit à tous ceux qui écrivent en français sans appartenir à la nation française, l'institution littéraire rappelle de façon parfois violente que la littérature est une expression nationale. Les écrivains francophones ont la langue française en partage, mais ce partage n'est le plus souvent reconnu que par exotisme, folklorisme, créant des sous-ensembles touristiques de la littérature française. Cette ambivalence, les écrivains algériens en font et continuent d'en faire l'expérience jusqu'au paroxysme. Parce qu'à la différence de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Liban, mais aussi du Canada, de la Suisse, de la Belgique, l'Algérie fut française. Et c'est donc pour ça que c'est important aussi que les histoires soient écrites et qu'on garde des livres, littéralement, où les gens racontent leur histoire. Et ça me fait penser à plusieurs auteurs où je me dis trop cool qu'ils aient écrit. Le premier, c'est Amadou Hampâté-Bâ, j'espère que je le prononce bien, ça fait hyper longtemps que je veux lire ses livres. C'est autobiographique, il nous raconte sa petite enfance, son adolescence et l'époque où le Mali du XXe siècle s'initiait aux traditions ancestrales. Lui, il fréquentait l'école française en même temps que la coranique, il découvrait le colonialisme et il s'apprêtait à devenir l'un des plus grands dépositaires d'une civilisation orale en pleine mutation. Et bien sûr, l'autre livre auquel j'ai pensé, c'est Petit pays de Gaël Faye, qui résonne avec tellement de gens. Là aussi c'est autobiographique, c'est l'histoire donc de Gabriel. Il y a 10 ans, il vit au Burundi. Son père il est français et sa mère elle est rwandaise. Ils vivent tous ensemble dans un joli quartier avec sa sœur Anna jusqu'au moment où une guerre civile éclate, suivie du droit rwandais et le quartier est bouleversé par des vagues successives de violence. Gabriel qui était juste enfant va en fait se découvrir métis, à la fois tutsi et français. J'ai d'ailleurs vu qu'il avait sorti un nouveau livre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu. J'ai vu une chronique déjà et ça a l'air vraiment très bien. Mais sur ces questions identitaires, en tout cas, je pense qu'il y a des auteurs avec qui vous pourrez pas mal raisonner. Je pense à Aimé Césaire, à Marie Scondé qu'on a perdu il n'y a pas si longtemps, et à Leila Slimani qui en parle aussi un petit peu. Est-ce qu'on a entendu mon ventre gargouiller ? Je pense que non. Raconter son histoire c'est bien, mais raconter les gens aussi. Je pense par exemple à une BD qui retrace la vie de Gisèle Halimi qui s'appelle Une farouche liberté. Elle va nous parler de son enfance en Tunisie, le fait qu'on lui refuse de devenir avocate parce que c'est une femme, mais elle va quand même continuer dans cette voie. Elle va défendre des militants des indépendances tunisiennes et algériennes soumis à la torture, l'association Choisir les femmes et bien sûr les combats pour le droit à l'avortement, la répression du viol, la parité, etc. Ça rappelle à quel point c'est important d'écrire, de raconter son histoire parce que ça se transmet comme on peut quand il n'y a pas de traces écrites. En tout cas, ça se déforme et puis parfois malheureusement ça se perd. Je vais pas vous assommer de tonnes et de tonnes d'œuvres, même si j'en ai bien envie, mais après je reçois des messages qui me disent Jeannot, à cause de toi je suis encore allée à la librairie. Après si je suis votre excuse pour aller à la librairie,
Ah, je vous l'offre avec grand plaisir, vous pouvez dire que c'est de ma faute. Hein. Je vais m'arrêter là pour les recommandations, mais en tout cas, ça m'a fait voir les choses sous un nouveau prisme, cette vidéo, je vous l'avoue. Et ça me fait beaucoup penser à mon papa qui, lui, a fait vachement ce travail d'essayer de trouver les générations du dessus, etc. Il a vraiment passé des heures et des heures à faire ça. Même on lui avait acheté un logiciel pour son anniversaire, je me souviens. Et c'est à l'époque où on vivait encore ensemble à Sevran et il avait une cabane dans le jardin et avec un ordinateur et tout. Et il passait des heures à essayer de chercher. Et j'avoue, je comprenais pas. Genre même en plein hiver, il y allait, je comprenais pas. Et en fait, maintenant, je comprends un petit peu mieux. Et ça me donne envie d'avoir une conversation avec lui et d'en discuter. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, elle était collaborative puisque je vous avais demandé sur Instagram est-ce que ça vous dit quelque chose des auteurs qui ont cherché autour de leur identité, etc. Et vous m'avez envoyé plein de réponses, dont certaines qui étaient coincées très très loin dans mon cerveau comme j'avais la tête dans le coton. Donc merci beaucoup à vous. C'est en tout cas les quelques réflexions que ça m'a inspiré. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire et à lire Dire Babylone de Safia Sinclair si il vous tente. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Et il y a un cheveu à moi qui traîne. Un énorme merci aux éditions Buchet-Chastel sans qui on n'aurait pas pu avoir cette vidéo. Voilà un petit peu de discussion que j'aime beaucoup. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!